le 2 décembre dernier que le président de la République envisageait de vous nommer aux fonctions de président du conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, l'AFIT. Comme vous le savez, cette nomination ne peut intervenir qu'après l'audition de la personne pressentie devant les commissions compétentes à la fois de l'Assemblée nationale et du Sénat, auditions qui seront suivies d'un vote. Cette audition est publique et elle est ouverte à la presse. À son issue, nous procéderons à un vote pour lequel il ne peut y avoir de délégation de vote. La Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale vous entendra également à son tour aujourd'hui à 11h30. Et c'est à l'issue de cette deuxième audition que nous procéderons au dépouillement simultané de ce scrutin avec celui de l'Assemblée nationale. Je vous rappelle qu'en application de l'article 13 de la Constitution, il ne pourrait être procédé à cette nomination si l'addition des votes négatifs de chaque commission représentait au moins 3/5 des suffrages exprimés dans les deux commissions. Votre audition intervient à un moment charnière pour l'AFIT, et cela à double titre. D'une part, la gouvernance de l'agence à laquelle notre commission est très attentive a connu d'importants bouleversements. En juillet 2022, Christophe Béchu, alors président de son conseil d'administration, a été nommé ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Un mois plus tard, et avec l'aval de notre commission et celle de l'Assemblée nationale, Jean Castex, candidat proposé par le président de la République, a été désigné pour lui succéder. Moins de 3 mois plus tard, un décret mettait fin à ses fonctions à l'AFIT afin de lui permettre d'exercer les fonctions de président-directeur général de la RATP. Votre candidature intervient donc à l'issue de ces rebondissements et nous ne pouvons que souhaiter à l'AFIT de disposer pour les années à venir d'une nécessaire stabilité. D'autre part, nous sommes à la veille de la remise du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, rapport qui est extrêmement attendu et qui devrait a priori servir de support aux futurs arbitrages du gouvernement. Arbitrage en matière de financement des infrastructures de transport. De fait, il est probable que la feuille de route de l'AFIT évolue dans les prochains mois et années en lien avec les décisions politiques du gouvernement et du législateur. Je rappelle que l'AFIT est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des Transports et que sa mission est de concourir au financement des projets relatifs à la réalisation ou à l'aménagement d'infrastructures, qu'elles soient routières, ferroviaires, fluviales et portuaires, mais aussi de projets relatifs à la création et au développement de transports collectifs de la personne. Le rôle de l'AFIT sera donc de fait particulièrement utile pour atteindre l'objectif de décarbonation du secteur des transports à l'horizon 2050. Je vais à présent laisser la parole à notre rapporteur Bruno Belin qui va conduire votre audition. Vous pourrez ensuite nous présenter votre candidature et nous faire part de vos motivations avant de répondre aux premières questions du rapporteur. À l'issue de cet échange, mes collègues vous interrogeront à leur tour pour une séquence de questions-réponses. Je vous remercie. La parole est au rapporteur. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Bonjour, Monsieur le maire. Nous sommes ravis de vous entendre aujourd'hui. Comme l'a souligné le Président et compte tenu du rôle central de l'AFIT pour le secteur des transports, nous ne pouvons que souhaiter davantage de stabilité et de visibilité à l'agence, afin de lui permettre d'assurer ses missions dans les meilleures conditions. Il s'agit donc aujourd'hui pour nous de déterminer si vous êtes le candidat idéal pour prendre la tête de son conseil d'administration. C'est pourquoi je souhaiterais vous interroger sur 3 principaux sujets. La programmation des dépenses de l'agence, sa trajectoire de recettes et plus globalement votre vision prospective du rôle de l'AFIT. S'agissant des dépenses de l'AFIT, nous entrons dans une séquence clé pour l'agence. Comme l'indiquait le Président, le Conseil d'orientation des infrastructures devrait remettre prochainement son rapport pour préparer la révision de la programmation des infrastructures de transport prévue par la loi d'orientation des mobilités, qui, dans son article 2, dit que les dépenses prévues pour la période 2023-2027 s'élèvent à 14,3 milliards d'euros, contre 13,7 pour la période 2019-2023. Or, depuis la définition de cette trajectoire en 2019, de nouveaux engagements ont été actés, notamment en faveur du chantier Lyon-Turin, du canal Seine-Nord Europe. De fait, nous serons amenés à réviser
la nouvelle trajectoire de dépenses de l'AFITT afin de la mettre en cohérence avec les objectifs et d'en préciser le niveau annuel à la lumière des travaux du comité d'orientation des infrastructures. Par ailleurs, le volet mobilité des contrats de plan État-région pour 2023-2027 est en cours de finalisation. D'après vous, comment l'agence doit-elle envisager ces échéances de court terme? Pensez-vous que l'AFITT puisse faire face au mur d'investissement de 200 milliards d'euros sur les 10 prochaines années identifiés par le comité d'orientation des infrastructures? Par ailleurs, dans quelle mesure estimez-vous que l'AFITT doit contribuer au déploiement des RER métropolitains? En outre, toujours en matière de dépenses, les récents avis budgétaires de nos éminents collègues Tabarot et Gillet ont mis en lumière un problème de sous-consommation des crédits de l'AFITT, notamment en rapport de certains chantiers. D'après vous, l'AFITT est-elle en capacité d'assurer le déploiement et l'exécution d'une nouvelle trajectoire plus ambitieuse et d'affiner les évaluations des dépenses des projets d'infrastructure et le suivi des chantiers qu'elle finance? À cet égard, vos prédécesseurs avaient souligné les moyens humains limités dont dispose l'AFITT, avec seulement 4 équivalents temps plein pour un budget annuel qui frôle les 4 milliards d'euros en 2023. Cette question sera-t-elle au cœur de vos préoccupations? J'en viens à présent au volet recettes de l'agence, qui est source de nombreuses inquiétudes. Christophe Béchu, lorsqu'il était à votre place, ou du moins à la place que vous sollicitez, nous avait indiqué que l'une des difficultés de l'AFITT résidait dans le fait qu'elle finance des dépenses certaines avec des recettes incertaines. À cet égard, l'agence a été particulièrement malchanceuse. Alors qu'elle devait initialement être financée par les bénéfices des sociétés d'autoroutes, leur privatisation leur a effectivement supprimé ou fait disparaître cette recette pour l'AFITT, de même que l'abandon de l'écotaxe qui devait lui bénéficier. En outre, le mouvement dit des Gilets jaunes a récemment réduit le produit des amendes radars, dont l'agence figure au dernier rang des priorités des bénéficiaires. La crise sanitaire a par ailleurs privé jusqu'en 2022 l'AFITT de la contribution du secteur aérien. Enfin, les sociétés concessionnaires d'autoroutes refusent depuis 2021 de s'acquitter du versement de la contribution volontaire exceptionnelle à l'AFITT. Dans ce contexte, la TICPE présente à ce jour la recette la plus stable de l'AFITT, alors même que ses perspectives sont à long terme plutôt négatives, étant donné l'objectif de décarbonation du secteur des transports. Aussi, notre commission appelle de ses vœux depuis plusieurs années à sécuriser le modèle de financement de l'AFITT. Avez-vous identifié des propositions en la matière, par exemple en s'inspirant d'autres modèles européens? Par ailleurs, votre prédécesseur, Jean Castex, avait avancé l'idée devant notre commission de trouver de nouvelles recettes affectées, qu'il avait qualifiées de nouveaux paniers de recettes. Que pensez-vous de cette suggestion? Je souhaiterais également vous interroger de manière plus prospective sur votre vision du rôle de l'agence. Comme vous le savez, la Cour des comptes avait, dans son référé de 2016, émis de fortes réserves sur le fonctionnement de l'AFITT, l'assimilant à une simple caisse de financement servant principalement à contourner les principes du droit budgétaire. Si la Cour a plus récemment pris acte d'avancées positives, elle estime que le conseil d'administration de l'agence doit assurer pleinement ses responsabilités en hiérarchisant les projets et en garantissant leur conformité à la trajectoire financière. Cette problématique pose de fait la question de la liberté donnée à l'AFITT pour se prononcer sur la pertinence des projets financés. D'après vous, le rôle de l'AFITT a-t-il vocation à évoluer pour sortir de cette stricte logique de caisse de financement? Enfin, je souhaiterais vous entendre
sur la façon dont vous envisagez de cumuler votre fonction de maire de Dunkerque et de président de la communauté urbaine avec celle, si nous le votions évidemment, de président du conseil de la FIT. Christophe Béchu avait fait le choix de conserver son mandat de maire d'Angers tout en assurant ces mêmes fonctions. Comment envisagez-vous de concilier vos fonctions de maire et de président de la communauté urbaine avec la présidence du conseil d'administration? Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le maire, je vous cède la parole. Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je suis un peu ému, c'est la première fois que je me retrouve comme ça devant une commission du Sénat. C'est quand même impressionnant. En tout cas, je suis honoré d'être devant vous aujourd'hui et honoré par la proposition du Président de la République, de cette proposition de nomination à la présidence de la FIT, et sous réserve, bien entendu, de votre accord. Et je veux aussi, j'en profite pour saluer le travail qui a été mené par Christophe Béchu, Jean Castex, également Christophe Béchu, donc, qui est devenu l'un des ministres de tutelle de la FIT, vous l'avez dit, et je veux également saluer Clément Beaune, l'autre ministre de tutelle. Ils ont été aussi pour quelque chose dans la confiance aujourd'hui qui m'est donnée et que j'espère que vous allez pouvoir valider. J'avoue que j'ai été ravi quand cette proposition m'a été faite. D'abord, peut-être à titre personnel, parce que je dois avouer que dans ma vie, qu'elle soit professionnelle ou politique, j'ai toujours été passionné par les questions d'aménagement du territoire, les questions de fabrique urbaine. Ça m'a suivi, j'ai envie de dire, tout au long de ma vie. Et évidemment, la question des mobilités a toujours été centrale dans ces questions-là. Aménagement du territoire, fabrique urbaine, les questions de mobilité sont vraiment au centre. Donc, quelque part, ça rejoignait des sujets, et un sujet qui m'est particulièrement cher. Et ensuite, évidemment, deuxième élément qui m'a beaucoup motivé, c'est, et vous l'avez dit quelque part, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, vous l'avez dit dans votre propos introductif, aujourd'hui, les mobilités, c'est un enjeu clé pour l'avenir de notre pays. Vous avez évoqué la question de la lutte contre le dérèglement climatique qui induit une décarbonation des mobilités. On aurait pu évoquer les questions d'aménagement du territoire et aujourd'hui la façon dont notre pays aborde la question de l'hypermétropolisation et la question de l'équilibre territorial à l'échelle nationale. On aurait pu parler des difficultés que rencontrent nos concitoyens au quotidien face à la montée des prix de l'énergie, notamment du carburant, mais aussi face à un service ferroviaire aujourd'hui qui est devenu difficile et parfois défaillant. On aurait pu évoquer l'impact des mobilités sur la croissance économique. On pourrait évoquer les questions de nuisances liées au bruit, les questions de coupures urbaines. J'ai un passé aussi dans la politique de la ville qui m'a fait prendre conscience de l'importance justement de la question des infrastructures dans l'isolement d'un certain nombre de quartiers de la politique de la ville. Donc on aurait pu évoquer ces questions-là. On aurait pu évoquer la sécurité des ouvrages d'art. On aurait pu évoquer la question de la résilience de nos infrastructures par rapport au changement climatique et notamment au réchauffement. Donc, ces enjeux sont immenses et donc pouvoir y apporter ma pierre en tant qu'élu local du territoire dunkerquois, au cœur finalement des réseaux d'infrastructures européens, dans une agglomération qui a voulu faire aussi de la mobilité une de ses priorités, pour moi c'était aussi une motivation forte. Donc à la fois motivation personnelle, à la fois motivation par les enjeux. Donc j'avoue que j'ai été particulièrement ravi de pouvoir apprendre cette proposition. La FIT, pour moi, est un bon outil, justement pour aborder cette question des mobilités dans l'avenir, pour trois points, j'ai envie de dire, pour trois raisons. D'abord parce que je pense que c'est malgré tout une forme de garantie du temps long. Et ces recettes affectées, même si elles ne plaisent pas toujours à Bercy, me semblent utiles quand on parle de développement des infrastructures. Elle permet aussi une lisibilité des projets structurants, peut-être plus que ce qui pourrait être fait avec le programme 203. Et puis aussi parce qu'elle est un outil partenarial. Je vais d'ailleurs remercier les parlementaires qui siègent au conseil d'administration de la FIT. Il y a également des élus locaux. Peut-être d'ailleurs que cette dimension partenariale dans les années qui viennent mériterait d'être renforcée, parce que je pense qu'essayer d'associer et les parlementaires et les élus locaux davantage aux réflexions liées à la FIT peut être, à mon avis, qu'une source d'intérêt pour la FIT et justement pour les choix qui pourraient être faits en termes de développement des infrastructures. Vous me posiez la question sur le rôle que je perçois de la FIT. Je ne suis pas encore président, je regarde ça de très loin.
Si je devais l'associer à quelque chose qui m'est familier en tant qu'élu local, je dirais que finalement la FIT joue un peu le rôle de conseil de surveillance, plus qu'en réalité un conseil d'administration. Cette capacité à rajouter des yeux sur des choix et des arbitrages qui peuvent être faits en matière de développement des infrastructures. Et c'est peut-être un petit peu comme ça que j'imagine le conseil d'administration de la FIT, peut-être plus comme un conseil de surveillance en réalité, un conseil de surveillance qui siège au grand port maritime de Dunkerque, à l'hôpital évidemment. Et je trouve que le rôle du conseil d'administration de la FIT ressemble peut-être plus à ce type d'instance qu'à un véritable conseil d'administration. Voilà un petit peu comment j'imagine les choses. En tout cas, cette dimension de faciliter le partenariat, faciliter le dialogue entre toutes les parties prenantes dans un sujet, les infrastructures qui mobilisent finalement beaucoup d'acteurs, me semble pertinent. Alors pour ça, ça suppose évidemment d'approfondir les axes prioritaires qui ont été définis par Christophe Béchu et par Jean Castex, à la fois sur la soutenabilité financière, essayer de faciliter la transition écologique, assurer aussi l'efficacité et la transparence de la FIT. Pour moi, d'abord en garantissant les orientations fixées dans la LOM, ça me semble être la garantie de la FIT, en veillant effectivement, et vous l'avez dit, à des ressources pérennes et stables. Je pense qu'on aura l'occasion au cours de cette édition de revenir forcément sur ce que vous avez évoqué sur les dépenses et les recettes, et puis de fournir tous les éléments nécessaires à la représentation nationale, justement pour qu'elle puisse justement apprécier le travail de la FIT et en exprimer des orientations aussi. Vous l'avez dit, 2023, ça va être une année très importante, pas simplement pour la FIT en réalité, mais pour notre pays et la stratégie des mobilités dans ce pays en réalité. Dans quelques jours, le CUI va donc rendre son rapport et ce sera le début d'une séquence d'intenses réflexions, de débats autour de l'ambition que donne ce pays à la mobilité et aux grandes infrastructures. Je pense que mon rôle sera d'essayer de faciliter le dialogue, le débat, tout ce qui pourra permettre effectivement d'échanger et d'arriver à, théoriquement, ce qui doit être une actualisation de la LOM, les volets mobilité du CPER et aussi, je ne l'oublie pas, un contrat d'orientation, d'objectifs et de performance pour la FIT qui doit répondre à la question des moyens humains que vous évoquiez. Et je pense que c'est plutôt bien et sain que soit lié à peu près dans le même calendrier, actualisation de la LOM, volet mobilité des CPER et contrat d'objectifs et de performance de la FIT, parce qu'une fois effectivement ces éléments faits, je pense qu'on aura effectivement, on pourra adapter aussi les moyens humains de l'agence et le fonctionnement de l'agence à l'ambition que se donne ce pays finalement pour les années qui viennent. Il y a déjà un marqueur dans ce budget 2023 de la FIT. C'est le budget historiquement le plus haut, 4,2 milliards en autorisation d'engagement. Il y a eu un ajout effectivement de 150 millions d'euros au moment du PLF. Je pense qu'il y a déjà des marqueurs pour prendre en compte ce que vous avez dit, c'est-à-dire les besoins immenses qui sont devant nous pour les années qui viennent. Je ne connais pas encore le rapport du COI, mais il y a une chose dont je suis certain, comme vous, c'est que, et vous l'avez dit quand vous avez évoqué cette question du mur d'investissement, qui a été évoquée d'ailleurs dans le rapport du COI, c'est que les moyens seront nécessairement à la hausse. Les besoins, en tout cas, sont à la hausse, et les moyens devront être identifiés à la hausse. Donc je pense que la réflexion qui va s'ouvrir dans les 6 mois qui viennent sera une réflexion sur jusqu'à quel niveau on se donne collectivement, on se donne le pays en termes d'ambition pour le développement des infrastructures, donc quel est le niveau de dépenses acceptable et pertinent, et comment on arrive à trouver les recettes qui correspondent. Et dans ma tête, j'imagine très probablement que ce sera effectivement à la hausse, tant les besoins sont importants. Alors certains parlent de mur d'investissement, j'ai entendu aussi l'expression de plan Marshall pour les infrastructures, en particulier pour le rail. Je pense que toutes ces expressions aujourd'hui ont du sens et correspondent à une réalité. Donc je pense que le débat qui s'ouvre finalement dans les 6 mois, c'est un débat à la fois sur le niveau de dépenses acceptable, mais nécessairement à la hausse selon moi, et donc les moyens de trouver les recettes qui correspondent à ces dépenses-là. Je terminerai ce propos introductif sur mon positionnement, et puis vous l'avez évoqué à la fin quand vous parliez du cumul. Moi, je
j'imagine le rôle du président de l'AFIT davantage comme un facilitateur du dialogue, de l'échange, à la fois avec la représentation nationale que vous êtes, et à la fois aussi avec les élus locaux. Je pense qu'il est important que le président de l'AFIT joue ce rôle justement d'aller-retour entre, d'un côté, l'explication de choix qui peuvent être opérés à l'échelle nationale, parce qu'on ne peut pas tout financer voilà, dans n'importe quel cadre, mais aussi la remontée des injonctions contradictoires qu'on a parfois sur le terrain. Voilà. Et moi, je pense que cette question du cumul est plutôt un avantage. L'AFIT, c'est une toute petite structure, trop petite d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, c'est 5 personnes. Catherine Mosbrugger, qui est juste derrière moi, j'ai envie de dire, si je n'étais pas, si j'étais à temps plein président de l'AFIT, je pense que je lui marcherais sur les pieds au quotidien, et je pense que ce n'est pas le rôle d'un président de l'AFIT que de s'impliquer dans le management d'une structure de 5 personnes. Il y a une secrétaire générale et elle fait très bien son travail aujourd'hui. La question des moyens peut évoluer, mais de toute façon, ce ne sera jamais une agence avec un effectif pléthorique. Et j'imagine davantage donc mon rôle comme facilitateur du dialogue, de l'échange, à la fois entre les territoires et le niveau national, et à la fois entre le Parlement et le gouvernement. Moi, j'imagine, enfin, je me suis toujours positionné dans cette démarche de dialogue, d'échange, et j'imagine la présidence de l'AFIT davantage comme ça. Donc je pense que mon statut d'élu local, au regard de ce qu'est l'AFIT, c'est-à-dire 5 personnes, est plutôt un avantage, parce que je vis aussi ces contradictions parfois sur le terrain, en particulier dans les Hauts-de-France, et je peux mesurer aussi les besoins de mobilité aujourd'hui de nos populations, et parfois les difficultés, et souvent les difficultés face auxquelles aujourd'hui ils font face. Donc j'ai le sentiment que mon rôle de maire ou mon rôle de président de communauté urbaine est plutôt un avantage pour essayer de répondre à ce rôle de facilitateur du dialogue, et au moins d'être ancré sur des réalités de terrain. Donc voilà un petit peu comment j'imagine les choses. J'ai déjà bien entendu prévu de dégager, si vous me confirmiez à ce poste de présidence, les moyens en temps qui me permettent de le faire. J'avais d'autres responsabilités nationales, à France Ville Durable, à la Fédération nationale des agences d'urbanisme. C'est des choses, bien entendu, que je peux arrêter pour consacrer tout ce temps aujourd'hui à l'AFIT. En tout cas, j'ai déjà essayé d'imaginer ce que pourrait être un agenda et mobiliser le temps qui est nécessaire. Je suis à mon 2e mandat à Dunkerque, à la communauté urbaine. Souvent, le premier mandat est particulièrement prenant. Le 2e mandat, c'est aussi l'occasion de s'ouvrir un peu l'esprit. Et je trouve qu'essayer de mettre à profit mon expérience de ces presque maintenant 8 ans, 9 ans d'élu local au profit d'échanges à l'échelle nationale, ça peut être une plus-value. En tout cas, moi, ça me motive et je tenais à vous l'indiquer. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long dans ce préliminaire et puis, bien entendu, je suis à votre disposition. Merci pour ce propos liminaire et début de réponse. Je vais donner la parole à mes collègues et je vais donner la parole à Madame Filleul. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de me donner la parole. Je souhaitais répondre à la question de Monsieur Belin qui demandait si, Monsieur Vergrit, vous étiez le candidat idéal pour prendre la tête de cette structure. Je voulais dire que de mon point de vue, vous en avez toutes les caractéristiques, tant du point de vue de la formation universitaire, de votre parcours professionnel, mais également de votre... Pas d'histoire d'amour entre Patrice et moi-même. Que de votre parcours d'élu où vous vous êtes distingué particulièrement sur la question de la gratuité dans les transports publics. Néanmoins, cela ne m'empêche pas, Monsieur Vergrit, de vous interroger sur 2 questions qui me tiennent particulièrement à cœur, qui sont particulièrement importantes pour le Nord et également pour les Hauts-de-France, la question du fluvial. Quelle est votre vision du fluvial, ce fluvial qui est toujours la part du pauvre, on va dire, dans le budget de l'AFIT, qui est toujours la part du pauvre, on va dire, et également dans les projets nationaux. Et pourtant, nous avons en France le plus grand réseau de France de fluvial, le plus sous-utilisé en Europe, et celui pourtant qui est à la marge de développement la plus importante et la plus économe en énergie,
en gaz à effet de serre. Donc je voulais savoir si vous aviez l'intention de bousculer ces équilibres traditionnels au sein de l'AFIT et également vous interroger, mais je suis sûre que mon collègue de la Somme va le faire également, vous interroger sur votre vision du canal Seine-Nord et du développement économique qui peut être à l'origine du canal Seine-Nord. Moi, j'ai déjà posé la question des plateformes quadrimodales. Moi, je pense qu'on rate une occasion de l'histoire de n'avoir que 2 plateformes quadrimodales prévues dans l'échéancier du canal Seine-Nord, par exemple. Deuxième question, pour ne pas être trop longue, la question du fer dans la région des Hauts-de-France. Les présidents de la République se succèdent, les présidents de région se succèdent, les présidents de la SNCF se succèdent, et on est toujours dans le même marasme par rapport au fer et au bon service public ferroviaire dans la région des Hauts-de-France. Est-ce que là aussi, vous avez une vision par rapport à cette situation? Merci. La parole est à Joël Bigot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le maire, moi je ne vous connais pas, donc je vais vous poser des questions du néophyte. On est ravis de vous entendre parce qu'on a entendu déjà quelques candidats à ce poste récemment. Donc on va voir si vous vous différenciez, si vous êtes the right man in the right place. En tout cas, on va voir si votre nomination pose moins de difficultés que d'autres nominations que nous avons eu à examiner ces temps-ci. Moi, je souhaiterais, pour ma part, vous interroger sur vous avez parlé des dépenses et de la vision que vous auriez à ce poste. Moi, je souhaiterais vous interroger sur les mobilités douces ou actives qui sont de votre ressort. L'AFIT France finance en effet, par le biais d'appels à projets, des continuités cyclables sur certains programmes territoriaux. C'est l'un des points essentiels de la décarbonation qu'on doit mettre en place. En février dernier, l'AFIT participait justement à un colloque européen sur la question en partenariat avec l'université Gustave Eiffel. En substance, tous les intervenants s'entendaient sur le nécessaire report modal vers une mobilité active pour les trajets du quotidien, ceux qui sont à moins de 5 km en général, dopés notamment par les vélos à assistance électrique. En termes d'aménagement, l'AFIT va-t-elle promouvoir les constructions nouvelles, sachant que ça n'est pas toujours facile, il y a des contraintes urbanistiques. Le plus facile, c'est lors des créations de nouvelles infrastructures, des autoroutes à vélo notamment qui sont étudiées et qui sont réalisées afin d'éviter les coupures physiques qui rendent l'usage de la bicyclette dangereux. Et ça, c'est extrêmement important si on veut réussir cette transition écologique. Sous votre présidence, est-ce que vous allez faciliter l'expansion de ces modes de déplacement nécessaires à nos engagements bas carbone? Je m'en tiendrai là pour ce qui me concerne. Merci, monsieur le maire et candidat. La parole est à Jacques Fernic. Oui, merci, monsieur le président. Monsieur le maire, votre mandat va effectivement commencer par un rendez-vous essentiel, on le disait, avec la remise du rapport du COI au gouvernement. Alors, ce n'est pas l'AFIT qui décide, ce n'est pas elle qui détermine les choix de programmation, mais l'agence, on l'a dit, n'est pas pour autant un simple tiroir-caisse, une exécutante. Vous avez parlé d'un rôle plutôt de conseil de surveillance, de facilitateur du dialogue. Vous allez d'ailleurs, si votre nomination est effective, être pleinement membre du Conseil d'orientation des infrastructures. On sait, même si, comme vous, nous n'avons bien sûr pas lu ce rapport à venir, que le COI s'apprête à proposer un scénario dit de planification écologique au volume nettement plus important que la simple poursuite de la trajectoire d'investissement en cours, parce que celle-ci n'est manifestement pas en mesure de répondre aux enjeux de transition énergétique et écologique de nos transports. Ce scénario, si j'en crois l'article de contexte, parce que ça je l'ai lu, serait doublé d'un autre scénario encore plus lourd financièrement, dit de priorité aux infrastructures. Oui, dont je crois avoir compris qu'il ne serait pas conçu pour être réalisé en bloc, celui-ci, mais pour servir en quelque sorte d'étagère sur lequel on piocherait pour en faire plus que le scénario de planification écologique. Alors, est-ce que la logique d'une telle démarche ne nous exposerait-elle pas au risque d'incohérence, parce que toutes les demandes d'infrastructures ne sont pas compatibles avec la décarbonation, avec des mobilités plus sobres, plus collectives, la maîtrise de l'urbanisme, l'arrêt de l'artificialisation, ou encore, on en parlait, la résilience face aux impacts du réchauffement. Donc, à votre sens, à quoi, à quel projet, à quel type d'infrastructure nous faudrait-il clairement renoncer?
Je vais donner la parole à Frédéric Marchand, puis après, je vous proposerai de répondre avant de reprendre une deuxième série de questions. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le maire, bonjour. Vous avez, dans votre propos liminaire, insisté sur la relation étroite qui existe entre mobilité et aménagement du territoire. Et vous savez combien je partage ce point de vue. À ce sujet, Bruno Belin a évoqué lui aussi dans son intervention la question des RER métropolitains, sujet qui a été remis sur la table par le Président de la République à la fin de l'année dernière. Et avec votre vision d'aménageur, j'aurais aimé vous entendre, puisque je pense qu'on souhaite effectivement collectivement dépasser la simple logique de la caisse de financement, mais sans doute faire en sorte que la FIT devienne un partenaire incontournable, vous l'avez là aussi rappelé. Votre vision s'agissant des projections qui ont été faites et des projets qui ont été annoncés, pour vous, pour qui effectivement l'aménagement du territoire et la question des mobilités sont indissociablement liés. Merci beaucoup. Merci pour cette série de 4 questions. Je vous propose d'y répondre. Merci. Merci pour ce qui a été dit. Je reviens sur quelques points. Je ne sais pas si je vais réussir à les prendre dans l'ordre, mais quelques points. Sur la question du fluvial, qui est finalement connexe à celle du rail en réalité, il est évident que demain, ça doit devenir une priorité comme le rail, puisque l'enjeu est quand même de déplacer toute une partie, notamment du fret, mais également pour les déplacements voyageurs, de la route vers le fluvial et vers le fer. Donc évidemment, ça doit devenir un enjeu majeur pour la FIT et pour les enjeux de mobilité dans ce pays pour les années qui viennent. J'en profite d'ailleurs en parlant de la route pour dire que l'autre enjeu, c'est de réussir aussi à mobiliser les camions sur les grands axes de circulation de notre pays et pas forcément sur les routes nationales. Mais en tout cas, le but du jeu, une fois qu'on a réussi à faire ça, c'est de les limiter et de réussir à mettre ces transports-là, notamment le transport de marchandises, j'insiste beaucoup là-dessus, sur le fluvial et le train. D'où le nécessaire développement du fluvial dans les années qui viennent. Alors il y a déjà des engagements qui ont été pris. Le contrat entre l'État et VNF montre une trajectoire qui est à la hausse. Le canal Seine-Nord, aujourd'hui, c'est un engagement. Ça correspond à un niveau d'engagement de la FIT aujourd'hui. C'est acté. Donc il y a des choses là-dessus qui vont dans le sens que vous indiquez. Et bien entendu, pour la suite, j'ai envie de dire, c'est le débat après le rapport du CEI qui nous permettra de voir si aujourd'hui les ambitions qui ont été fixées, notamment si le contrat d'objectif entre l'État et VNF est suffisant ou pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut voir que la tendance est à la hausse. Et c'est un sens qui me paraît évident et que ça doit constituer une priorité au même titre que le rail. Le rail, vous l'avez évoqué, vous avez évoqué la situation des Hauts-de-France, qui est aujourd'hui dramatique, à mon avis assez comparable à celle de l'Île-de-France aujourd'hui. On ne va pas mettre un classement de 1 ou 2, on va dire que les deux sont dramatiques aujourd'hui. On est à un niveau de service ferroviaire qui atteint, je trouve, la limite du désengagement de la population vers le fer. C'est-à-dire aujourd'hui, moi je vois dans les Hauts-de-France, mais ça doit être pareil en Île-de-France, des gens qui arrêtent de prendre le train pour revenir à la voiture. On est exactement à l'inverse de ce qu'on souhaite en termes de décarbonation des mobilités. Donc effectivement, il y a un enjeu immense là-dessus. Le problème est aujourd'hui double dans les Hauts-de-France, puisque se conjugue un problème d'infrastructure à un problème de recrutement de personnel qui a atteint un niveau absolument incroyable. Donc je pense que du côté de la SNCF, il y a des choses à faire également en termes de management et en termes d'attractivité pour les métiers liés au rail demain. Aujourd'hui, quand même, en termes de recrutement, c'est devenu extrêmement difficile. Et puis, il faudra se poser la question des infrastructures. On atteint aujourd'hui la saturation d'un certain nombre de sillons. Et donc, du coup, il va bien falloir investir. Il y a déjà des engagements qui ont été pris, ne serait-ce que dans le budget 2023, les 100 millions supplémentaires qui ont été mis sur la régénération. Je pense que ça va dans le bon sens. Encore une fois, là aussi, je renvoie vers le débat qu'on aura à l'issue du rapport du CEI, parce que c'est finalement là que les choses vont se décider pour les années qui viennent. Et effectivement, ce n'est pas la FIT, mais ça a été dit, qui est en situation décisionnaire. J'ai envie de dire que vous aurez sans doute une responsabilité plus importante que le président de la FIT, quel qu'il soit. Sur les mobilités douces, l'engagement de la FIT est historique, puisqu'on est passé, si je ne me trompe pas, de 350 millions sur 7 ans
investi sur les mobilités douces avec une rallonge du plan de relance qui devait être, je crois, de 145 millions, a aujourd'hui un engagement pour 2023 de 250 millions, mais sur une seule année, sur 2023. Donc on a multiplié par 5 l'engagement de l'AFIT en 2023 sur la question des mobilités douces. Donc je pense que ça va dans le bon sens. Là, on est sur un report modal pour le transport urbain. Ce report modal, il doit se faire sur le transport collectif et les mobilités douces. Et donc je pense que ça va dans le bon sens de la décarbonation des mobilités. Sur la question des mobilités douces, pour moi, il y a 2 éléments essentiels que j'ai pu vivre en tant que président de la communauté urbaine de Dunkerque. Il y a d'abord le développement des infrastructures. Vous l'avez dit, et je pense qu'il faut accompagner le développement de nouvelles infrastructures qui donnent un sentiment de sécurité, vous l'avez évoqué, aux cyclistes aujourd'hui, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce qui peut être fait aujourd'hui. Donc si on n'arrive pas à développer les infrastructures, on n'arrivera pas à développer les mobilités douces. Mais il y a aussi un autre choix, et qui relève à mon avis davantage de la différenciation territoriale, qui est le choix du modèle qui y est associé. Moi, j'ai constaté aujourd'hui, pour essayer de faciliter les mobilités douces en termes de services, il y avait à peu près 2 modèles. Il y a le modèle de l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire le vélo en libre service, qui se développe, par exemple, sur un certain nombre de métropoles, c'est plutôt efficace, mais qui ne convient pas forcément à des villes moyennes ou à des petites villes. Ce modèle, par exemple, du vélo en libre service et de l'économie de la fonctionnalité n'était, par exemple, pas adapté à ma ville de Dunkerque. Et donc, on est parti sur un modèle, nous, de propriété de sécurisation. Et donc, la nécessité de faire des parkings pour sécuriser, effectivement, et l'aide à l'acquisition de vélos. Et je pense que c'est là qu'il faut être très pragmatique et laisser aux collectivités locales l'identification du modèle qui est le plus adapté à leur territoire. À certains endroits, on aura du vélo en libre service. À d'autres endroits, il faudra privilégier la réalisation d'infrastructures de sécurisation des parkings à vélo et laisser les collectivités en aide à l'acquisition en transport. Moi, j'ai choisi le 2e modèle. J'ai abandonné, par exemple, le vélo en libre service, et ça marche formidablement bien parce que le modèle est adapté à ce qu'est le territoire dunkerquois. Et ne pas partir, c'est un peu vrai pour le transport collectif, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ne pas partir sur une vision préétablie, et c'est en ça que mon expérience d'élu local, elle peut être utile. Je pense qu'il faut laisser aux collectivités locales ce choix, la stratégie qui est faite pour développer les mobilités douces. Il n'y a pas de recette adaptée partout, en toutes circonstances et en tout lieu. Et donc, cette question des infrastructures, elle doit se doubler du choix d'un modèle qui doit, à mon avis, être fait au niveau local. Néanmoins, je reviens, puisque votre sujet était sur l'AFIT, l'AFIT aujourd'hui donc engage un montant qui n'avait jamais été atteint sur les mobilités douces. Ensuite, vous avez évoqué, monsieur le sénateur, le rapport du CUI. Moi, je ne l'ai pas lu. À vous écouter, ça a fait beaucoup plus que moi. Et votre dernière question était dure. À quelle infrastructure renoncer? Vous avez évoqué la décarbonation des mobilités. Évidemment, tout ce qui concourra à la décarbonation des mobilités doit être des priorités demain. Mais je ne voudrais pas, par exemple, qu'un sujet comme l'aménagement du territoire soit relégué derrière les décarbonations de mobilité. À titre personnel, je m'exprime à titre personnel. Le débat, il aura lieu collectivement. Mais comme vous m'avez interrogé à titre personnel, j'y réponds. Pourquoi? Et d'ailleurs, ça fait aussi écho à la question des RER métropolitains et ma vision des RER métropolitains. Aujourd'hui, si on veut que notre pays aille dans le sens du développement durable, donc aille dans le sens de la décarbonation, continuer l'hypermétropolisation, et ce, beaucoup d'experts l'ont évoqué, est une erreur. C'est-à-dire, les hypermétropoles ne vont pas dans le sens du développement durable. Et très souvent en France Ville Durable, on l'évoque et on le rappelle, ce qui peut aller dans le sens du développement durable, c'est un réseau de villes maillé. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la fin des années 90, ce débat animé par la DATAR sur le polycentrisme maillé. Cette question du polycentrisme maillé est tout à fait compatible, à mon avis, avec le sens de la ville durable et du développement durable. Parce que l'idée de mailler, effectivement, ville moyenne, petite ville, métropole, peut avoir une efficacité plus importante en matière d'adaptation au changement climatique et de lutte contre le dérèglement climatique, paradoxalement. Et donc je pense que, bien entendu, il faut choisir la décarbonation des mobilités, c'est-à-dire le report modal de la route vers le fluvial et le rail, pour les transports urbains, vers le vélo, vers les transports collectifs.
Mais je pense qu'il faut aussi intégrer l'aménagement du territoire comme une réponse à la lutte contre le dérèglement climatique. Et l'organisation spatiale de notre pays est aussi un enjeu de lutte contre le dérèglement climatique. Et donc, à chaque fois, peser sur les infrastructures ce que peut être la contribution à l'enjeu de lutte contre le dérèglement climatique, mais à une échelle large. Et donc, c'est pour ça que la réponse est difficile à votre question, parce qu'une infrastructure qui peut permettre une petite ligne, par exemple une petite ligne de train, qui peut permettre de mieux desservir une ville moyenne, qui n'aura peut-être pas un aussi grand impact d'un report modal des camions de la route vers le fluvial, elle peut avoir finalement à la fin un impact tout aussi intéressant en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Voilà. Et donc voilà pourquoi je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite à votre question, si ce n'est un examen au cas par cas en fait, des infrastructures et de leur contribution globale à la vision qu'on se fait de l'avenir du pays et la lutte contre le dérèglement climatique. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais ce que je veux simplement dire, c'est que je n'ai pas une vision manichéenne du choix lutte contre le dérèglement climatique ou pas. Je pense par exemple qu'une petite ligne entre une ville moyenne et une petite ligne entre une petite ville et une ville moyenne peut avoir une contribution tout aussi importante à la lutte contre le dérèglement climatique, à condition de l'analyser finement et en profondeur. Et elle ne se situe pas forcément au même horizon. Et donc ça répond aussi à cette question des RER métropolitains, parce que finalement il pourrait y avoir deux visions du RER métropolitain. C'est relier sa métropole et la banlieue pour aller vite, ou réussir un maillage à une échelle régionale entre la métropole, les villes moyennes et les petites villes. Je pense que l'un des points clés de la réussite des RER métropolitains, ce sera le deuxième scénario. Si les RER métropolitains, c'est relier la banlieue au cœur d'une métropole, je pense que c'est un échec à moyen et long terme. Je pense que si les RER métropolitains, c'est penser un réseau maillé de villes moyennes et de petites villes autour d'une métropole, je pense que ça a un avenir, effectivement, et je pense que ça peut être plus efficace, in fine, à la lutte contre le dérèglement climatique. Et donc, voilà un petit peu ma vision personnelle des RER métropolitains, et ça, je pourrais l'illustrer à travers plusieurs régions qui me semblent correspondre à ce que je viens d'évoquer. J'espère avoir répondu à peu près à tout. Voilà. Merci. Je vais donner la parole à Stéphane Demilly. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, chers collègues des Hauts-de-France. Moi, je voudrais rebondir sur les propos de Martine Filleul, qui elle-même avait rebondi sur les propos de Bruno Belin. J'étais député de l'Est de la Somme pendant longtemps et donc je suis très impliqué sur le dossier du canal Seine-Nord-Europe, qui est, comme vous savez, la plus grosse infrastructure prévue par l'Union et pour l'Union européenne donc de ce siècle, probablement. Les relations sont excellentes entre l'AFIT et la société de projet. Vous avez d'ailleurs voté votre budget en nous confirmant 53 millions d'euros et on vous en remercie. Et donc je souhaite simplement vous poser la question de savoir si vous continuerez à être un partenaire fidèle, efficace et solide avant de me prononcer sur votre nomination. Philippe Tabarot. Merci, Monsieur le Président. Après le passage éclair mais efficace de Jean Castex à la tête de l'AFIT, avec une augmentation sensible du nombre de conventions signées, nous revoilà devant un nouveau candidat à la tête de l'agence. L'excellent rapporteur Belin a presque tout dit. En tant qu'administrateur de l'AFIT, après et grâce à Didier Mandelli, je connais le problème de l'incertitude des recettes. Contribution du secteur aérien en dents de scie, les sociétés autoroutières qui maintenant ne veulent plus payer. Et puis, on perçoit le produit des amendes de police une fois que tout le monde s'est servi et s'il en reste. Je connais à l'inverse les besoins immenses qui seront confirmés par le COI. Voilà, parce que ce n'est pas un scoop, mais avec ma collègue Christine Herzog et mon collègue Michel Dagbert, nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet, même entre Noël et Jour de l'An. Et donc, nous n'allons pas révéler un scoop aujourd'hui, mais tout simplement que ce rapport du COI montrera combien dans notre pays, nous avons besoin de lignes ferroviaires, nous avons besoin de routes, nous avons besoin de BHNS, nous avons besoin de pistes cyclables. Alors, je vais en venir à mes deux questions. Vous avez à n'en pas douter les compétences techniques pour ce poste. Tous les collègues qui vous connaissent me le confirment et vous nous le montrez. Mais avez-vous l'influence nécessaire ou les garanties pour sécuriser des recettes suffisantes pour rattraper le retard que connaît notre pays
en matière d'infrastructures de transport. Et puis, ma deuxième question va peut-être vous surprendre car elle va être très directe. J'ai cru comprendre que sur l'échiquier politique, avant de vous rapprocher de la Macronie, vous étiez un homme de gauche. C'est pas grave, hein. Il peut... Laissez-moi les quoi. Il peut y avoir des gens de gauche compétents, notamment en matière de transport. J'en veux pour preuve certains collègues ici présents de cette commission, ainsi que le regretté ancien président de l'ART, Bernard Roman. Plus sérieusement, je sais que vous êtes ou que vous avez été, vous nous l'avez dit, président d'autorité organisatrice. Vous avez donc la connaissance et l'expérience pour ce poste. Par contre, d'une AO qui pratique la gratuité dans les transports publics. Certes, une idée très généreuse, mais qui me pose un problème, car pour moi, rien n'est gratuit. Au moment où se pose plus que jamais avec acuité la question du financement, des modalités de financement du transport, je pense que cela ne sert pas la cause des transports. Je ne vais pas développer, mais c'est une conviction profonde pour moi. Alors, allez-vous faire du prosélytisme pour vanter les avantages supposés de la gratuité de votre AO, ou vous cantonnez à une impartialité ou une neutralité sur cet épineux sujet par rapport à votre probable future fonction? Merci. Je vais donner la parole à Jean-Pierre Corvizet. Il est où, Jean-Pierre? Il est parti? Ah bon, je lui donnerai la parole après. À Guillaume Chevrollier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le maire candidat, vous avez développé les motivations à votre candidature pour l'AFIT. Effectivement, l'AFIT qui est au cœur d'enjeux importants autour du financement des infrastructures, de la mobilité, dans le contexte du changement climatique. Vous avez indiqué que l'AFIT, c'était la garantie du temps long. Je vous rejoins là-dessus. Effectivement, il faut une présidence qui s'installe dans la durée pour plus d'efficacité, parce qu'il faut aussi du temps pour l'action sur des sujets comme les infrastructures, sur le transport routier, ferroviaire et fluvial. Et puis, il faut aussi du temps pour se permettre d'assurer un vrai suivi dans la consommation des crédits de cette agence. Donc, cela suppose un engagement réel dans le temps. Et donc, quel engagement vous êtes prêt en temps, vous êtes prêt à consacrer pour cette agence? Et puis, compte tenu de la jurisprudence Castex, où il nous avait fait part de ses motivations importantes, mais on lui a proposé mieux, il est parti, et c'est bien légitime. Donc vous, est-ce que si on vous propose mieux dans les quelques mois, est-ce que vous partirez également, ou est-ce que, comme vous l'avez exprimé, compte tenu des motivations très fortes que vous avez pour l'AFIT, vous resterez parce que les enjeux sont importants? C'est la première question. Et la seconde, la loi 3DS a permis le transfert de routes nationales au département pour une vingtaine de collectivités, dont mon département, et on s'en réjouit. On va récupérer une partie de la route nationale 162. Comment l'AFIT s'est préparé à ces transferts? Enfin, comment vous envisagez cela, et quel accompagnement pour l'après, parce que ces routes sont des routes structurantes et on aura besoin d'un accompagnement pour l'aménagement du territoire dans ces départements. Merci. Merci. La parole est à Nicole Bonnefoy. Merci, le Président. Monsieur le maire, bonjour. Nous sommes tous attachés à la question de la décarbonation des transports, avec le report modal que nous appelons tous de nos voeux. Le transport des marchandises est aujourd'hui capté à 89% par la route, alors que la moyenne européenne est de 75%. Nous savons tous que ce type de transport est l'un des plus polluants et pèse lourdement sur nos émissions à gaz à effet de serre. Quand on sait que le report des marchandises sur le ferroviaire, bien évidemment, permettrait de diviser par 9 nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, il est urgent de consacrer nos investissements
à ces aménagements. D'ailleurs, Jean-Pierre Farandou s'est également prononcé en ce sens. C'est grâce à notre ténacité que la ligne de fret des primeurs Perpignan-Gennevilliers a été maintenue et permet d'éviter la circulation de 9000 camions sur les routes. Donc cette réussite doit bien évidemment en appeler d'autres. Dans mon département, la Charente, par exemple, nous avons une gare de fret à Cognac qui a vu 180 millions d'euros d'investissement public et qui pourtant aujourd'hui ne fonctionne pas. Elle est inutilisée alors qu'elle pourrait être une opportunité pour les entreprises de Cognac en particulier pour réduire leurs empreintes carbone. Donc lutter contre la surdensité du trafic poids lourd sur nos routes pourrait permettre d'atteindre un double objectif environnemental, celui de la transition écologique bas carbone et celui des nuisances provoquées par ce type de trafic. Donc, quelle est votre ambition dans ce domaine, sachant que la hausse des coûts du transport du fait de la crise énergétique pourrait remettre en cause les quelques progrès enregistrés dans le secteur du fret ces dernières années? Merci pour votre réponse. Monsieur le maire, je vous propose de répondre à mes collègues. Merci. Sur le canal Seine-Nord Europe, voilà, je pense que c'est acté. Vous avez évidemment le soutien de la FIT. Voilà, j'espère avoir répondu simplement, mais je pense que c'est ce que vous souhaitez. Je vais prendre dans le désordre. Je vais répondre à la question de. Oui, je suis de gauche. Voilà, je vais répondre, mais j'ai pas de carte. Voilà, j'ai aucune carte dans aucun parti politique aujourd'hui. J'ai eu par le passé, mais voilà. J'ai simplement donné mon avis, effectivement, au moment de la dernière présidentielle sur ce qui me paraissait le plus important pour le pays. Voilà. Sur la question de la gratuité des transports, je vais répondre de manière double. Je ne serai pas neutre sur ce qu'il fallait à Dunkerque. Tout à l'heure, j'ai parlé de différenciation territoriale. Je pense qu'il faut être hyper pragmatique en matière de mobilité. C'est le pragmatisme qui doit dominer et justement n'avoir aucune idéologie, mais sur rien. Il y a des territoires qui ont un problème d'offre de transport. C'est par exemple le cas de l'Île-de-France. Si vous faites la gratuité des transports dans une agglomération qui a un problème d'offre, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Parce que vous produisez un surcroît de demande dans un manque d'offres. Vous aggravez le problème et vous diminuez le financement. Si sur un territoire comme Dunkerque, où il y a un problème de demande, il y a une offre, mais les gens ne montent pas dedans, pour plein de raisons. Dunkerque a été une ville rasée pendant la guerre, elle a été reconstruite pour la voiture, une culture de la voiture, etc. Et donc il fallait trouver le moyen de redonner le sens du transport collectif dans une ville qui l'ignorait. Moi-même, je ne pensais même pas au transport collectif pour le déplacer. Ce n'était même pas une option dans ma tête. Voilà. Voiture, où est-ce que je passe? Où est-ce que je me gare? Et à un moment donné, on y a réfléchi et on s'est dit, c'est cet outil-là. Et je considère la gratuité comme un outil parmi tant d'autres. Et ça a fonctionné à Dunkerque. Plus 110% de fréquentation en semaine en 4 ans, plus 200 à 300% de fréquentation le week-end. C'est plébiscité aujourd'hui, ça donne un réseau qui a une capacité de mobilité. On accueille aujourd'hui des entreprises, on va modifier le réseau pour pouvoir générer des déplacements de domicile-travail. Donc, à votre question, est-ce que je serais neutre sur est-ce que c'était la solution pour Dunkerque? Non, je continue de penser, et la population aussi aujourd'hui. D'ailleurs, il y a unanimité à Dunkerque pour dire que c'était la bonne réponse dans la situation dunkerquoise. Est-ce que c'est la bonne réponse à Biarritz, Toulouse, Toulon, etc. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Probablement pas. Probablement pas. Et comme je le disais tout à l'heure quand je parlais du vélo, je parlais des modèles. Entre les modèles économie de la fonctionnalité, économie de la propriété, je ne sais pas ce qui est le mieux, par exemple, en termes de report sur les mobilités douces dans telle ou telle agglomération. Et je pense que c'est là qu'il faut faire confiance aux élus locaux. Les élus locaux ont une connaissance de leur territoire. Et ils savent peut-être trouver la solution qui est adaptée. Donc est-ce que je ferai du prosélytisme pour la gratuité des transports? Non. Parce que je pense que dans un certain nombre de territoires, c'est une mauvaise solution, voire même une très mauvaise solution qui aggraverait les problèmes. Est-ce que je ferai du prosélytisme pour dire qu'à Dunkerque, c'est ce qu'il fallait faire? Oui, je continue de penser, et beaucoup de gens avec moi continuent de penser qu'à Dunkerque, c'est ce qu'il fallait faire. Je pense qu'en fait, en matière de transport, il faut tuer toute idéologie.
toute idéologie, dans n'importe quel sens, en fait, en réalité. Pareil, si tout à l'heure je parlais du vélo, l'économie de la fonctionnalité, c'est aussi à la mode. Le vélo en libre service, c'était aussi à la mode. Ben moi, à Dunkerque, ça ne marchait pas. Voilà. Et je continue de penser qu'à certains endroits, ça ne marchera pas, même si c'est à la mode. Donc je pense qu'il faut se méfier terriblement des modes en matière de mobilité. Le pays a été, beaucoup de collectivités ont été victimes de la mode en matière de mobilité. Je pourrais faire la liste des modes. Je l'ai vécu quand j'étais directeur d'agence d'urbanisme. Et je pense qu'en matière de mobilité, rien ne vaut une bonne analyse, finalement, de ce qu'il faut faire localement. Et c'est en ça que le dialogue avec les élus locaux me semble pertinent, parce qu'ils connaissent parfaitement leur territoire, et avec une analyse fouillée, on arrive à trouver le bon outil. Donc voilà pour répondre à la question. Donc je ne suis pas un idéologue de la gratuité des transports, c'est tout le contraire. Je suis plutôt, à l'inverse, quelqu'un d'hyper pragmatique, mais qui ne veut écarter aucune solution. Parce que je pense que notre débat sur les mobilités en France souffre trop parfois d'idéologie par rapport à d'autres pays. Et je pense qu'au contraire, privilégions le pragmatisme et regardons la solution la plus adaptée à tel ou tel territoire. Et ensuite, vous avez la question des déplacements longs, parce que là, je parle des déplacements urbains. Quand on parle de la gratuité des transports, je parle des transports urbains, à l'intérieur de l'agglomération dunkerquoise. Je n'ai jamais évoqué la gratuité des transports à des échelles régionales ou nationales. Ça n'a rien à voir. Et puis, le fruit des mobilités n'est pas le même, la question du lien social n'est pas le même. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut aborder chaque question de manière assez pragmatique et trouver la bonne solution qui est adaptée. Voilà mon positionnement par rapport à ça. Donc, ni écarté, ni prosélytisme, qu'est-ce qui est adapté au bon territoire? Et je pense que c'est la meilleure façon d'y répondre. Et ce n'est pas une question de générosité, la gratuité des transports, c'est une question d'efficacité, pour moi. Je ne la vois pas comme un sujet généreux. C'était ce qu'il fallait faire, c'est 4,5 millions, la gratuité sur un budget de 500 millions de la collectivité. Je pense que si j'avais investi ces 4,5 millions ailleurs, je pense que j'aurais été moins efficace. Voilà, c'est vraiment une question d'efficacité. La question de l'incertitude des recettes, elle est évidemment au cœur. Vous l'avez très bien dit. Vous avez évoqué la question de la contribution des volontaires des sociétés d'autoroutes qui doit arriver là à un contentieux. On aura la réponse prochainement. En attendant, la FIT n'a pas, vous étiez au conseil d'administration, la FIT n'a pas intégré ce chiffre pour 2023. On verra ce que donnera le contentieux. Néanmoins, vous avez raison sur le fond. Il y a aujourd'hui des recettes incertaines face à des dépenses qui, elles, sont certaines. La formule n'est pas de moi, d'ailleurs, mais vous connaissez très bien ce débat. Et donc, du coup, vous posez deux questions derrière. L'une qui renvoie au débat qu'on va avoir dans les 6 mois, c'est-à-dire où est-ce qu'on va, quel est le bon niveau de dépenses et quelles recettes on va aller chercher aujourd'hui. Il y a des recettes qui peuvent être mobilisées au local, mais est-ce que ça suffira? Est-ce qu'il faudra aussi aller chercher d'autres recettes à l'échelle nationale? Je pense que c'est le sens du débat qu'on doit avoir dans les 6 mois qui viennent. Et puis la deuxième question que vous posez, elle est plus personnelle. Est-ce que j'ai l'influence suffisante? Alors, si je me compare à Jean Castex, je vous répondrai non. Je ne suis ni un ancien Premier ministre, ni même un ancien ministre. Voilà. Néanmoins, pour ceux qui me connaissent, quand je dis que je défendrai une cause, je la défends bien. Donc, vous pouvez compter sur moi pour essayer de peser sur ce débat. Aussi, quand je crois en quelque chose, j'ai tendance à y mettre les moyens. Et je crois comme vous, ce n'est pas que le rapport du COI, parce que je me doute de ce qu'il y aura dedans. Je crois que notre pays est vraiment arrivé à un moment où il faut vraiment investir beaucoup sur ces infrastructures. Je pense qu'on a trop tardé. On a manqué collectivement, notre pays, on a manqué d'anticipation, on a manqué de prospective. Je pense sur ces questions-là. Or, en aménage, parfois avec mon langage un peu direct, je dis la France a peut-être manqué d'aménagement du territoire depuis 30 ans. La France a peut-être manqué de vision sur les politiques de mobilité depuis 30 ans. Et donc aujourd'hui, on paye le prix d'un sous-investissement sur cette question-là. Et donc oui, j'ai tendance à penser que notre pays en a largement besoin. Donc je m'en ferai le défenseur avec mes moyens. Je ne vais pas dire mes petits bras, mais en tout cas l'influence que je peux essayer d'avoir. Et en tout cas, je défendrai le besoin de mobilité de nos populations tant je vois que c'est une souffrance aussi du quotidien. Et tant que je vois aussi
à quel point aujourd'hui, avec la montée du prix de l'énergie, ça peut être un facteur de fracture territoriale profond et dangereux pour notre pays. Donc je pense qu'il faudra y mettre les moyens et je me battrai, je pense à vos côtés d'ailleurs, parce que je pense que vous en êtes convaincus aussi. Est-ce que je m'installe dans la durée? Écoutez, oui, j'ai envie de dire, pour l'instant, je n'ai pas encore fait un jour, donc, puisque vous ne m'avez pas validé. Donc, si vous me faisiez confiance, j'ai bien l'intention d'y mettre les moyens, d'y consacrer les moyens ad hoc. Tout à l'heure, je parlais de fonctions que je pourrais lâcher pour essayer de m'adapter. Tout à l'heure, je parlais d'un deuxième mandat qui me donne du temps aujourd'hui pour m'inscrire dans ce débat national. Donc oui, j'ai bien l'intention d'y passer du temps, très clairement. En plus, c'est un sujet qui me passionne, donc forcément, on a envie de passer du temps dans les sujets qui nous passionnent. Si votre question était « est-ce que je le fais pour une ambition autre ?» PDG de la RATP, non. Je pense que je ne serai pas PDG de la RATP. Ou une fonction autre, c'est pas dans ma tête aujourd'hui. Je prends la FID telle qu'elle est, c'est-à-dire un bon moyen pour moi de venir sur un débat national qui me passionne, vraiment. Et aujourd'hui, je suis très intéressé par cette question et j'ai envie d'y prendre toute ma part. Et je trouve que les 6 mois qui viennent, c'est vraiment une belle occasion pour justement pouvoir avoir une place dans ce débat-là, à vos côtés d'ailleurs, puisque vous aurez aussi une place centrale dans ce débat. Donc moi, j'ai envie d'y passer du temps, d'y consacrer du temps et d'y rester tant que ce sera possible et si vous me confirmez. Sur la question des transferts, vous avez évoqué la question des transferts, ça relève davantage du programme 203, mais il va de soi évidemment que la FIT y consacrera aussi des moyens. Et enfin, la question du report des camions sur la route et le fluvial, je partage complètement ce que vous avez dit, donc j'ai envie de dire, j'ai rien à ajouter par rapport à tout ce que vous avez évoqué. Je trouve que c'est un enjeu essentiel pour notre pays, évidemment une priorité, donc voilà, je ne peux que confirmer ce que vous avez dit. Bien, il reste 4 demandes de parole, sauf qu'il y en a un qui est parti, donc ça fait plus que 3. Et je vais donner la parole à Angèle Préville. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le maire, alors moi, je vais reprendre des choses qui ont déjà été évoquées, mais en essayant d'y aller un petit peu plus en profondeur, notamment sur le sujet de l'anticipation sur les infrastructures. Et puisque tout va très vite, et qu'il nous faut accompagner les changements des habitudes de mobilité, notamment parce que vous l'avez dit, entre le coût des carburants, la nécessité de baisser les gaz à effet de serre, vous me voyez venir, il faudra accorder de plus en plus d'importance à, disons, créer toutes les possibilités à nos concitoyens d'utiliser plus les mobilités douces, donc vélo, mais également les cheminements piétonniers. Or, mais vous le savez très bien, tout a été fait pour la voiture, notamment puisque je voudrais évoquer un sujet, on a parlé, mon collègue Joël Bigot en a parlé tout à l'heure, je voulais revenir sur les financements qui sont prévus jusqu'à présent, 250 millions d'euros. En comparaison, je vous donne par exemple les premiers investissements en Haute-Garonne pour créer des pistes cyclables, c'est 50 millions d'euros. Donc je pense qu'il va y avoir dans l'avenir à prévoir d'y mettre beaucoup plus d'argent. Et parce qu'on a 2 problèmes, on a le problème de sécurité et donc continuer à faire des pistes cyclables qui sont juste une bande blanche au bord d'une route en disant ben là vous pouvez voilà, circuler à vélo. Et donc il y a quand même un problème de sécurité routière, premier problème. Deuxième problème, ma collègue l'a évoqué, problème de santé publique. Quand vous êtes juste à côté des camions et des voitures, vous êtes là, vous faites du sport en plus, donc vous respirez à plein. Et donc, voilà. Alors, tout le monde ne l'a pas mesuré, et heureusement qu'il y a plein de concitoyens qui commencent à faire du vélo. Mais là, quand même, on a un problème. Et peut-être qu'il va nous falloir faire des infrastructures comme ça existe. Alors, vous êtes du Nord, probablement vous savez ce qui existe aux Pays-Bas, par exemple, avec des routes complètement séparées qui permettent de relier et qui permettent même de relier des villes sur des trajets de très longs, en plusieurs centaines de kilomètres, ce que nous n'avons pas du tout dans notre pays. Donc comment vous voyez le développement possible, le choc de l'offre qu'il nous faudrait faire, parce qu'on a déjà plein de concitoyens qui commencent à utiliser les vélos, mais il va nous falloir prévoir que ce développement devra être plus important, et parce qu'au niveau du porte-monnaie, au niveau de la santé, ça va être bien meilleur. Et je terminerai par là,
puisqu'on a un problème également dans les agglomérations, les métropoles. Une étude sortie il n'y a pas longtemps indiquait que chez les jeunes, pour 80%, la seule activité sportive qu'ils font, c'est l'activité qu'ils font en classe. Or, il nous faudra permettre sans doute que les jeunes puissent à nouveau, comme on le faisait, je pense, quand on était enfant, aller à pied ou à vélo ou à bicyclette dans leur établissement scolaire, ce qui est, on va le dire, ou entre, oui, alors moi je privilégie, alors trottinette, mais pas électrique du coup, pour faire une activité sportive. Et parce qu'on avait ça avant, on l'a plus. On sait bien que les jeunes, ils sont de plus en plus devant leurs petits écrans. Donc voilà, il y a un enjeu aussi à envisager complètement. Voilà, merci. La parole est à Christine Herzog. Monsieur le maire, bonjour. En complément de mon excellent collègue Philippe Tabarot du COI, donc moi je tenais à vous poser une question concernant le TGV. Est-ce que vous serez un futur président tout TGV ou bien vous penserez aux lignes secondaires ferroviaires? Moi, je suis un département de la Moselle, donc j'ai énormément de demandes parce qu'on parle beaucoup de TGV. Donc, c'est vrai que les horaires TGV, tout va bien, on est bien desservis. Mais concernant donc les lignes secondaires, on est très attendu à ce niveau-là parce que des travailleurs ont besoin de prendre le train pour rejoindre aussi des TGV. Et moi, je crois aussi, j'étais un petit peu rassurée par vos propos parce que moi, j'étais maire, je suis aussi à Tenace quand je suis sur un projet. Moi, je crois beaucoup à la mobilité rurale parce qu'on parle beaucoup de mobilité au niveau urbain, mais la mobilité rurale, j'y crois parce que c'est quelque chose aussi qui sauverait les petites communes parce que je reparle de la Moselle parce que la Moselle, c'est très urbain, mais aussi très rural. Et comme ma collègue l'a dit, c'est vrai que quand on était plus jeune, on avait des transports en commun, on avait des bus, on avait des trains, il y avait de la mobilité. Et aujourd'hui, on ne l'a plus. On se retrouve avec des personnes âgées qui n'ont pas le permis et on sait aujourd'hui qu'il y a des jeunes qui ne passent plus le permis pour des raisons financières et un achat de véhicule même électrique dans le futur, c'est très cher. Donc ils restent dans les villes, ils ne viennent pas dans les communes, dans les petits villages. Voilà, donc je voudrais savoir aussi si vous êtes aussi un futur président pour la mobilité rurale. Merci. La parole est à Laurence Muller-Braun et Jean-Pierre étant revenu, il prendra la parole en dernier. Voilà, Jean-Pierre. Non, mais tu n'as pas, parce que tu étais inscrit. Bon, ben c'est bien. Merci. Laurence. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le maire. Alors, moi, je ne vous connais pas, hein, je suis du département du Bas-Rhin, mais je voulais attirer votre attention sur deux problématiques. Vous avez évoqué tout à l'heure les réseaux express métropolitains qui semblent être un dispositif d'avenir. Or, il se veut que nous sommes deux sénateurs du Bas-Rhin dans cette commission et nous venons de vivre vraiment en réalité la mise en fonction du réseau express métropolitain de Strasbourg, de l'agglomération strasbourgeoise. Et ce n'est pas très convaincant. On en a fait beaucoup de communications positives. Or, réellement, ça devait permettre de faire circuler jusqu'à 120 trains en plus chaque jour au départ ou à destination de Strasbourg. Et c'est complètement l'inverse. Alors moi, je suis élue locale d'un canton qui est limité à cette nouvelle ZFE en plus, qui est instaurée. Et là, les communes ont participé au financement de gares en milieu rural et entre 7 et 8 heures le matin, il y avait 5 trains qui s'arrêtaient. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un depuis le 11 décembre. Donc c'est la panique totale, bien sûr. Les maires sont mécontents puisqu'ils ont financé en partie ces gares. Les trains ne s'arrêtent plus, on est en ZFE. Enfin, c'est la totale. Et cette image de réseau express métropolitain formidable, là, vraiment, je vous invite à venir sur place. Alors, je me suis entretenue la semaine dernière avec la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg et avec le conseiller régional en charge des transports ferroviaires et des TER, notamment sur le Grand Est. Et la raison invoquée, alors j'imagine qu'elle intéresse tout le monde, c'est le manque de ressources humaines.
Voilà. Donc, on peut lancer des réseaux express métropolitains, promettre 120 trains supplémentaires par jour. Si on n'a pas le personnel, en fait, la conséquence, elle est complètement négative. Donc ça, c'était vous alerter pour un sujet peut-être qui serait intéressant de vous en saisir si vous êtes élu. Et ensuite, concernant le plan vélo. Donc moi, je suis vice-présidente de l'association Vélo et Territoire qui fait partie du groupe Alliance et qui suit donc le plan vélo qui a été annoncé par la Première ministre le 20 septembre dernier, doté de 250 millions d'euros donc pour 2023 et 2,5 milliards normalement sur le quinquennat. Or, le premier comité interministériel qui devait avoir lieu le 2 décembre dernier, alors est-ce que c'est parce qu'il y a un changement de présidence au niveau de la FIT, je ne sais pas, mais il a été reporté, on a dit un problème d'agenda de la Première ministre, mais la problématique est la suivante, c'est que les collectivités locales, que ce soit régionales, les intercommunalités surtout, et aussi les départements, eh bien, s'engagent de plus en plus fortement dans des politiques vélo ambitieuses, et elles portent l'essentiel des dépenses d'investissement et de fonctionnement. Et 80% des investissements sont prévus dans la deuxième partie de mandat. On est maintenant bientôt en mars 2023, la deuxième partie de mandat municipal va s'engager, et leurs attentes face à l'État planificateur sont immenses, car ce comité interministériel, c'est lui qui doit en fait donner le feu vert au travail de l'État et le lancement des appels à projets. Aujourd'hui, tout est suspendu. Donc il y a vraiment une urgence de ce côté-là pour que toutes ces annonces, elles soient concrètement possibles. Aujourd'hui, on ne peut pas démarrer sur les projets, sur le terrain. 250 millions d'euros et 2,5 milliards, ça peut paraître beaucoup, mais là, je rejoins ma collègue Angèle Préville qui vient de s'exprimer. Il y a quand même une étude qui a été faite et la France est 21e en Europe en termes d'investissements nationaux par habitant et par an. Je rappelle que c'est 1,20 € en France, c'est 4 fois moins qu'en Italie, plus de 7,7 fois moins qu'en Allemagne et 11,3 fois moins que dans les Pays-Bas, puisque vous avez, et 30 fois moins qu'en Irlande. Donc, ce sont des chiffres qui paraissent importants, mais ils sont encore pas à niveau pour un pays comme la France, et surtout, il y a urgence pour débloquer tous les projets locaux des communes, des intercommunalités et des départements qui sont dans les tiroirs. Merci. Pouvez-vous me dire si ce sont des sujets que vous prendrez à bras-le-corps? Monsieur le maire, je vous propose de répondre, et puis pour qu'on puisse clore vers 11 h, pour vous laisser repartir à l'Assemblée nationale. Alors, sur d'abord la question ligne secondaire versus tout TGV, je pense que vous avez compris ma vision du monde. Je pense que ce qui manque aujourd'hui à notre pays, c'est une vision du réseau de villes, justement. Et je pense qu'on a peut-être trop réfléchi autour de l'attractivité des métropoles et pas assez dans une logique de réseau et de maillage. En fait, pour moi, je pense que l'essentiel est là. Je vis juste à côté de la Belgique, qui est un exemple typique du maillage territorial. Et je pense qu'on aurait bien fait de s'en inspirer, même si, d'ailleurs, au niveau de la Belgique, ça recule un peu, d'ailleurs. Mais cette idée du maillage territorial, la question n'est pas de savoir seulement si on relie bien Bordeaux à Paris. La question est de savoir comment on maille l'ensemble du territoire national. Et d'où aussi la question de la multimodalité, qui est peu abordée. Je vais vous raconter mon expérience aujourd'hui de Dunkerquois. On est en train de discuter avec la communauté de communes juste à côté, communauté de communes rurales, pour savoir comment on va réussir à articuler la ruralité à notre réseau de transport public qui est maintenant très performant et très attractif. Et le cœur du sujet, c'est comment on réussit à faire de la multimodalité, c'est-à-dire comment faire accepter à la population qu'elle va commencer avec un mode, ce qui dans une ville moyenne est une hérésie. Quand on commence par un mode, on finit par le même mode. Et essayer de faire évoluer la représentation pour essayer d'aborder la question de la multimodalité. Et donc cette question du maillage et la façon dont on arrive à penser la multimodalité entre les différents niveaux de territoire, ruraux, petites villes, villes moyennes, etc., c'est pour moi la question essentielle. Et je trouve d'ailleurs que le budget 2023 de la FIT l'illustre assez bien, puisqu'il y a un équilibre plutôt bon entre justement ce qui relève des grands projets TGV, etc., et ce qui relève de la régénération du réseau, notamment du rail, ce qui relève effectivement de la modernisation. Donc je trouve que c'est un bon équilibre à respecter.
Évidemment, pour des questions d'équité territoriale à l'échelle nationale, on peut difficilement dire, par exemple, au sud-ouest aujourd'hui, bah, écoutez, vous n'aurez pas et vous regarderez les TGV dans le nord ou dans l'est. Donc il y a une question d'équité territoriale à l'échelle nationale qu'on peut comprendre, voilà. Mais je pense que, comme vous l'avez dit, la question aujourd'hui, c'est comment on maille l'ensemble. Voilà. Et donc cette question des lignes secondaires, elle est pour moi aujourd'hui centrale. Voilà. Et c'est ce qui nous permettra justement de décarboner nos mobilités. Voilà, donc je voulais vraiment vous confirmer cette vision des choses qui est la mienne, à laquelle je crois vraiment beaucoup et que je vis même en territoire. Et quand on parlait des RER métropolitains tout à l'heure, pareil, c'est ce que j'ai évoqué, c'est cette question du maillage, la question du maillage territorial qui est centrale. La question du vélo. Je viens juste d'ailleurs, il y a quelques mois, d'un déplacement au Danemark, pour tout vous dire. J'ai eu l'occasion de voir le Snake à Copenhague et autres. Parce que, effectivement, à Dunkerque, on a souhaité, après le plan transport collectif du mandat précédent, développer un plan vélo pour ce mandat-ci. On a quelques résultats. On a progressé de 42% sur la première année au niveau de notre plan vélo. Donc voilà, à titre personnel, j'y crois. Le comité interministériel, de ce que je sais, il correspond vraiment à un report. Enfin, non, voilà, et je pense que c'est pas lié à la désignation de la présidence de la FIC. Il est vraiment prévu au premier trimestre. On me l'a confirmé. Les engagements, vous l'avez vu, ils sont en hausse. C'est ce que je disais tout à l'heure. On part de 50 millions par an à 250 millions par an. C'est quand même un signe. Maintenant, le débat qu'on doit avoir à la suite du rapport du COI, j'imagine qu'il va pointer aussi la question du vélo. Encore une fois, je n'ai pas lu le rapport du COI, mais j'imagine que la question du vélo va être quand même posée et de l'ambition qu'on veut se donner. Donc on pourra réouvrir dans les 6 mois qui viennent l'ambition d'accompagnement. Je pense sincèrement aussi, et ce que j'ai vu au Danemark le montre bien, que ça part aussi d'une volonté politique locale. Il y a l'accompagnement financier, il y a aussi la volonté politique locale. Faut se le dire franchement. Voilà. Là, on a mis en place un plan vélo et on voit la puissance de feu qu'on peut avoir à partir du moment où on met des moyens sur cette question-là. Et je partage complètement votre diagnostic sur les bandes cyclables à la place des pistes cyclables. Évidemment, nous, on se bat effectivement pour limiter au maximum les bandes cyclables. Ce n'est ni sécure ni bon pour la santé. Je partage complètement. Et donc, du coup, il faut des moyens. Il faut pouvoir dégager des moyens pour réaménager nos voiries. Voilà. Donc là-dessus, la FIT, moi, je serais ravi qu'elle puisse encourager davantage. Il y a aujourd'hui des appels à projets qui sont mis en œuvre. Il peut y avoir 30% d'accompagnement, etc. Tout ce qui ira dans ce sens-là, évidemment, aura mon soutien. Parce que je pense qu'avec le transport collectif, c'est quand même le meilleur moyen d'avoir du report modal pour les déplacements du quotidien intra-urbain. J'ai envie de dire, c'est clair. À une échelle plus large sur la ruralité, aujourd'hui, ça sera sans doute plus difficile. Il faudra sans doute quelques années pour atteindre la culture danoise ou la culture d'autres pays. Mais en tout cas, si on y met les moyens, on peut arriver à faire évoluer les choses. Ce que vous avez évoqué sur Strasbourg, bienvenue au club. Je ne savais pas que l'Alsace était, ou le Grand Est était comme les Hauts-de-France ou l'Île-de-France. Donc bienvenue au club des problèmes RH. Aujourd'hui, je crois qu'on a, sur les Hauts-de-France, je ne sais plus, on a le pourcentage des trains qui ne sont plus, qui ont été supprimés faute de personnel. Personnel conducteur, personnel maintenance, personnel contrôle. Aujourd'hui, je pense que, alors, ce n'est pas du ressort de la FIC du tout, puisque là, pour le coup, je suis simplement spectateur de cette situation. Il est urgent de poser la question du recrutement et de l'attractivité des métiers à la SNCF, mais j'ai envie de dire, c'est pas à moi, malheureusement, à répondre à cette question. Et après, comme je l'ai dit, il y a cette question du personnel. Il y a une deuxième question qui, elle, concerne davantage la FIT, c'est qu'il y a quand même un problème d'infrastructure. On l'a vu avec la saturation d'un certain nombre de sillons. Je suis pas sûr que ce soit le cas en Grand Est et sur Strasbourg. Je pense que, pour le coup, vous avez vraiment évoqué la question du recrutement. Mais je vous propose de venir, effectivement, en plus... ça me fera plaisir de voir des personnes que je connais bien. Et donc, je vous propose de venir à Strasbourg, que vous m'y avez invité. Je veux bien répondre favorablement, justement, pour voir si c'est un problème de recrutement uniquement, ou si, comme en Hauts-de-France ou comme en Île-de-France, c'est un problème de recrutement, mais aussi un problème d'infrastructure. Voilà. Donc, voilà. Bon, j'aurai l'occasion de... Bien. Ouais. On va peut-être pas lancer un débat alsacien, strasbourgeois. On va libérer le candidat
qu'ils puissent se rendre à l'Assemblée nationale pour la même prestation. Et puis, nous allons procéder au vote. Le rapporteur va vous appeler individuellement pour venir voter. On va vous distribuer les bulletins. À quoi? À quoi? Si, si.